Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je me présente, Éric Béliveau, généalogiste amateur, passionné d'histoire et créateur de la chaîne Raconte-moi mes ancêtres. Je suis en compagnie de mon ami, collaborateur et co-animateur Yann Lauzon. Yann, ça va bien? Ça va très bien, toi, Eric. Merci à tous d'être présents. Bonjour. Moi, ça va super bien. Est-ce que tu as hâte qu'on parle du sujet d'aujourd'hui qui est? Ouais, aujourd'hui, on va parler du régiment de Carignan-Salière et des soldats qui sont importants dans notre histoire. Moi, je trouve ça super intéressant. Puis, je pense, Eric, que tu as trouvé quelqu'un de super intéressant pour en parler. Oui, tout à fait. En fait, moi et Yann, ça faisait quand même assez longtemps qu'on voulait vous parler de ce sujet-là parce que vous allez voir, c'est important, c'est capital dans le développement là, de la colonie. C'est important aussi tant au niveau historique que généalogique. Puis moi, ben, en fait, j'ai rencontré Paul dans le comité du 150e anniversaire parce que je suis dans le comité de recherche pour l'histoire de Saint-Lazare de Vaudreuil. Puis ben, Paul préside ce comité. Donc, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Puis moi, quand j'ai appris que Paul avait écrit sur l'histoire de son ancêtre qui était soldat du régiment de Carignan-Salière, bien évidemment, j'ai approché Paul pour qu'on parle de ça. C'est vraiment intéressant. Je vais vous démontrer en conclusion de quelle façon ça a un impact là, dans notre généalogie, tous ces gens-là, de qui on va parler aujourd'hui. Alors, on passe tout de suite à notre invité, Paul Lavigne. Alors, bonjour, on est en compagnie de Paul Lavigne. Bonjour, Paul, ça va bien? Bonjour Éric, bonjour Yann, ça va très bien. Bonjour, Paul. Alors, Paul, tu es avec nous parce que tu as écrit un livre sur ton ancêtre qui est un soldat du régiment de Carignan-Salière. Pourrais-tu nous expliquer c'est quoi qui t'a amené à écrire ce roman-là? Bonne question, Éric. C'était fait accidentel. Je me considère comme un auteur accidentel, un historien amateur et un conteur, mais vraiment un auteur accidentel. Il y a environ 7-8 ans, un de mes voisins ici à Saint-Lazare, un ancien prof d'histoire, on s'est croisés dans la rue, puis on commence à jaser. Puis lui, il me demande, il dit, t'es un petit qui? C'est un monsieur bourru, 75 ans, grosse voix. Et je lui dis, bon, ben, mon nom est Paul Lavigne. Il dit, fais-tu partie de la famille des Poudrettes dit Lavigne? Et j'ai dit, ben, je me souviens quand j'étais jeune, mes tantes mentionnaient qu'on était des Poudrettes, mais je dis, j'en sais pas plus. Ben, il dit, les Poudrettes dit Lavigne sont une des familles fondatrices de Saint-Lazare. Alors, fil en aiguille, au cours des prochaines semaines, j'ai commencé à regarder un peu notre chronologie, notre généalogie un peu de la famille. Et en effet, Jean-Baptiste Poudrette dit Lavigne était mon arrière-arrière-grand-père. Et en 1875, il a joué un rôle clé dans la fondation de Saint-Lazare. Continuer mes recherches un peu plus loin. Son père à lui s'appelait Jean-Baptiste, son père à lui s'appelait Jean-Baptiste, Jean-Joseph. Bref, de fil en aiguille, on retrouve André Poutré-Dilavigne, qui est un soldat du régiment Carignan-Salière, arrivé en 1665 ici. Et pour des raisons qui étaient vraiment étranges, André faisait partie de tous les grands livres d'histoire du Québec, autant de M. de la Coursière que des autres, bien qu'il n'ait pas fait grand-chose dans le régiment Carignan-Salière. Son nom était présent partout. Et en faisant les études, les recherches, j'ai trouvé qu'il avait marié Jeanne Burel, une fille du roi, ses enfants, qu'est-ce qu'il avait fait, d'où il venait en France, etc. Et je me suis dit, ça ferait une belle histoire pour mes enfants et mes petits-enfants. Alors, commencer la recherche. Avant d'écrire, je voulais savoir c'était qui les soldats du régiment Carignan-Salière. Alors, j'ai pris près de 2 ans à tout rechercher les livres d'histoire qui existent, autant ici qu'en France, pour vraiment connaître toutes les 20 compagnies, les capitaines, les lieutenants, où est-ce qu'ils étaient basés, qu'est-ce qu'ils ont fait pendant leur séjour ici, après leur séjour. Et ensuite, j'ai commencé l'écriture du livre. Encore là, l'idée primaire était pour mes enfants. Et 1 an après, ben, je me suis ramassé avec un roman historique de 425 pages. Et après l'avoir donné à 2-3 personnes à lire, ils ont dit tout de suite, va te chercher un éditeur et sort ça. Et en effet, le deuxième éditeur que j'ai contacté, on a publié le livre en septembre 2023. Et comme on dit, le reste est l'histoire. Ah, septembre 2022, tu veux dire? 2022. En 2022, excuse-moi, oui, c'est ça. On parle d'un roman historique. C'est-tu plus de la fiction basée sur la réalité ou ça se veut être un récit des faits historiques?
c'est un récit. Tous les gens ou tous les personnages principaux du roman ont réellement existé. C'est leur nom, c'est leur provenance, c'est leurs caractéristiques qu'on sait sont vraiment dans le livre. Les événements principaux se sont vraiment passés comme sont écrits dans le livre, mais par contre, c'est un roman. C'est une histoire d'amour entre un soldat et une fille du roi, toujours basée sur des faits réels, d'où l'intérêt d'une vaste portion de la population. Autant les gens historiques qui sont intéressés de récits historiques vont trouver leur comble, et les gens qui sont des passionnés de romans historiques dans la définition propre vont retrouver également les personnages. C'est sûr que le côté roman du livre, ben, on ne sait pas ce que les gens, leur personnalité était, qu'est-ce qu'il y avait de l'air physiquement, etc., leur trait de caractère. Alors, d'où le côté roman rentre en ligne de compte là-dedans, mais sur une toile de faits réels avec des gens réels. Ouais, okay. De toute façon, quand on regarde un film historique, là, il y a toujours une partie romancée, puis une partie interprétation qui va être faite avec. Puis je pense que ça va un peu dans cette direction-là. En effet, c'était l'objectif d'avoir une belle histoire qui roulait, mais qui était réaliste dans les faits qui est là. Puis comme je dis, on est à 95% des faits véridiques confirmés par les historiens, etc. Et il y a les autres qui sont d'extrapolation selon les informations qu'on a, des choses qui se sont passées. Puis, mais encore là, je voudrais pas qu'un historien revienne en arrière et critique un seul point en disant que c'était pas nécessairement ça. On est d'accord que les historiens ont aussi différentes versions des faits. Dans la recherche sur les soldats de régiment Carignan, je m'apercevais qu'on pouvait consulter 3-4 historiens et 3-4 avaient des versions différentes d'un fait ou etc. Alors, c'est certain là, qu'il va y avoir certaines choses, mais en général, là, ça suit très bien le cours de l'histoire. Oui. Parce que pour mettre les gens en contexte, les soldats du régiment Carignan-Salière ont une importance capitale dans le développement là, de la colonie à l'époque. Remettre en contexte, comme je vous ai déjà expliqué, en 1603, on rencontre les Autochtones à Tadoussac, on fait une entente avec eux autres qui nous explique qu'ils sont en guerre contre les Iroquois. Donc, si on veut s'installer dans la vallée du Saint-Laurent puis continuer à commercer avec les Inuits, il va falloir qu'on s'allie avec eux autres. Il va falloir qu'on choisisse un camp. Puis bon, on choisit le camp des Inuits. Donc, on commence en étant en guerre contre les Iroquois. On n'est même pas installé encore qu'on est en guerre contre les Iroquois. On fonde Québec 1608, Trois-Rivières, Montréal. On est rendu en 1650 à peu près, 1660, puis ça se développe pas beaucoup, là, la colonie, pour une raison principale que j'expliquais, c'est qu'on est en guerre contre les Iroquois. Puis on n'a pas d'armée là, sur le territoire. Là. C'est quand on se fait attaquer, ben, c'est les paysans qui prennent leurs armes puis qui se défendent du mieux possible. Puis il n'y a pas de développement à cause de ça parce que c'est très dangereux. Ça intéresse quand même très peu de monde en France parce qu'ils entendent de venir s'installer ici. Puis à un moment donné, on se tanne, puis on se revire vers le roi de France, puis on dit hey, tu peux-tu faire quelque chose, puis tu peux-tu nous amener des soldats? Et c'est là que le roi va décider de former le régiment de Carignan-Salière pour venir en aide à la population de la Nouvelle-France. Puis là, ben, comment est-ce que ça se passe? Ben, écoute, si tu pourrais nous expliquer le recrutement, comment que ça se passe, ce recrutement-là? Comment est-ce que ton ancêtre, comment est-ce qu'André est arrivé dans le régiment Carignan-Salière? C'était tout un défi pour la France et le roi de France de rassembler 1000 personnes. Alors, ce qu'on voulait dans le temps, c'était 20 compagnies de 50 soldats. Chaque compagnie comportait normalement un capitaine, un lieutenant, un enseigne. L'enseigne, c'était l'organisateur, c'était le secrétaire, c'est lui qui s'organisait pour que les gens soient bien logés, bien nourris, il y avait les armes, etc. Certains avaient un tambour qui battait le pas quand on marchait. La majorité avait un curé ou un prêtre avec eux, un ordre religieux, etc. Fait outre ces 5-là, on parlait de 45 soldats et 5, si on veut, officiers à l'intérieur de chacune des 20 compagnies. Alors, le défi en France, c'est où est-ce qu'on était pour trouver 1000 soldats dans une relativement courte période de temps. Et compte tenu qu'on voulait des hommes qui étaient
non mariés, idéalement. On ne voulait pas sortir des pères de famille, etc. Alors, on cherchait des jeunes hommes forts physiquement, forts moralement, pour être capables de changer de pays, vivre en Nouvelle-France avec tout ce qu'on savait à ce moment-là. On voulait des gens qui étaient disponibles et qui étaient intéressés de changer de pays, etc. Et l'endroit où est-ce qu'on a trouvé pour trouver ces gens-là, étrangement, c'était les tavernes. Les pères de famille, eux, ne se ramassaient pas dans les tavernes à la fin de journée. Fait que les jeunes adultes, après avoir fait les travaux sur la ferme familiale ou dans leur profession, etc., se ramassaient souvent dans les tavernes. Deux avantages avec les tavernes, on recherchait ou on retrouvait les jeunes gens de ce côté-là. Et souvent, sous l'effet de la bière et du vin, c'était beaucoup plus facile de mettre son X en bas d'un formulaire. Et première chose qu'on savait, on venait de s'enrôler dans l'armée de la France ou des soldats du régiment Carignan-Salière. Okay. Les soldats du régiment Carignan-Salière, donc, à la base, ont tous été enrôlés et formés exprès pour partir de France puis venir au Nouveau Monde pour se battre contre les Amérindiens. En effet, autre que les officiers qui, eux, avaient une certaine expérience militaire, soit dans le régiment de M. Carignan, qui, lui, s'était battu en Italie, etc., sont allés chercher beaucoup d'officiers de ce côté-là, et également de la troupe de M. Salière. C'était des gens, c'était des agriculteurs, des horticulières, c'était des vignobles, c'était des cordonniers, c'était un peu de tout, sauf des soldats. Alors, il a fallu les former, et c'était prévu dans le plan de recrutement. Le programme commence en 3 endroits. Alors, Marsan, qui est une ville à l'est de la France, c'est où est-ce que le gros du recrutement a commencé. On avait également un détachement à Bordeaux dans le sud et un autre en Bretagne. Et l'objectif était de rencontrer tout le monde dans la région de La Rochelle aux alentours du mois de mars 1665. Alors, le recrutement a commencé en décembre 64 et sont partis de Marsan, le premier groupe d'environ 350 soldats de Marsan. L'objectif était de traverser la France de l'est en ouest à pied. On marchait environ 8 à 10 km par jour, 6 jours par semaine. La 7e journée était une journée de repos à ce moment-là. Les officiers étaient toujours 2 jours en avant du contingent pour s'assurer qu'on avait, à chaque endroit qu'on restait, assez d'endroits chez les villageois pour accueillir les soldats. C'était la façon que c'était fait avec le roi. On leur donnait une compensation monétaire pour loger 3, 4, 5 soldats, mais rarement est-ce qu'ils couchaient dans les maisons. Ils couchaient dans les écuries, dans les granges, dans les poulaillers, n'importe où qu'il y avait un abri, mais on les mettait là, on leur donnait la nourriture, le souper, le déjeuner, le petit déjeuner, et le lendemain, les gens partaient, puis continuaient de même. Et en cours de route, les officiers arrêtaient aux tavernes, allaient recruter d'autres membres, ce qui fait que, fur et à mesure qu'on a traversé la France, on est commencé à 350 et par le temps, 6 semaines plus tard, qu'on s'est ramassé à Saint-Jean-d'Angély, qui est environ une trentaine de kilomètres de La Rochelle. On était rendu à presque 650-700 soldats de recrutés à ce moment-là. Ah, c'est quand même le double. Oui, en effet. Plus ceux qui sont venus du sud, plus ceux qui sont venus du nord. Quand on a commencé l'entraînement des soldats comme tel, vers la mi-mars 1665, on n'était pas loin du 950-960 soldats qu'on voulait. Et là, on a pris une période d'environ 6 à 7 semaines pour former ces soldats-là. Alors, le maniement du fusil, le maniement de l'épée ou du couteau, comment marcher en formation, comment se cacher, comment se défendre, etc. On a pris ces agriculteurs-là, ces horticulières, ces vignobles-là, et on en a fait des soldats dans une période d'environ 6 à 7 semaines. OK. Puis juste pour ton ancêtre, toi, c'est quoi qu'il fait comme travail quand il se fait recruter? Comment ça se passe? Lui, il était cordonnier apprenti. Son père et son grand-père avaient été cordonniers. Alors, il était en formation avec son père pour être cordonnier, plus ou moins la vie qu'il voulait. Il avait travaillé dans les vignobles dans la région. Lui, il venait de la région des Valenciennes, qui était près de la frontière de la Belgique. On a de l'information comme quoi, quand il était plus jeune, il avait travaillé dans les vignobles pour aider un peu. Peut-être d'où vient le surnom de la vigne. On va parler des surnoms un peu tantôt. C'est peut-être là où est-ce qu'il l'a eu. Mais son métier de base était cordonnier, mais on sent l'appel de vouloir aller à l'extérieur, de vivre quelque chose de nouveau. Et il avait environ 25 ans, lui, quand il a quitté
la Nouvelle-France pour venir, au bout de la France, c'est-à-dire pour venir s'installer en Nouvelle-France, qui était l'âge moyen un peu des gens. On avait aussi jeunes que 16-17 ans, on avait aussi vieux que le début quarantaine, et même on a appris après qu'on avait quelques-uns qui étaient déjà mariés et qui ont profité de l'occasion pour quitter leur famille et leurs femmes pour joindre le régiment. Mais c'était illégal. C'était vraiment prévu dans le temps que c'était pas supposé, et quand ils sont fait prendre, ben, ils sont fait retourner en France à leur famille, etc. Mais il y en a qui se sont essayés quand même. OK. Puis là, tous ces trois endroits-là, ils convergent puis ils se rencontrent à La Rochelle. Oui, Saint-Jean-d'Angély, c'est là où est-ce que la formation était. Là, on est rendu fin mars 1665 et on prévoyait en mai que les vents seraient favorables avec les bateaux pour faire la traversée. Alors, ça donnait le temps d'entraîner les gens. Les historiens ne sont pas nécessairement d'accord ici. Il y en a qui ont entendu dire que les gens de Saint-Jean n'étaient pas heureux d'avoir les 1000 soldats qui étaient là et que le soir se met la pagaille un peu dans les villages. Certains historiens disent qu'il y a des compagnies qui sont allées s'installer sur l'île de Ré, qui est juste l'autre côté de La Rochelle. D'autres qui disent non, c'est pas vrai, c'est seulement à la fin qu'ils sont allés, mais bref, les historiens ne sont pas certains, mais le gros de la formation a vraiment eu lieu à Saint-Jean à ce moment-là. Jusqu'à l'appel de dire oui, les vents sont favorables, on est prêt à embarquer sur des bateaux. Ouais, dans un petit village, là, à cette époque-là, avoir 1000 soldats, là, le village. Les villages n'étaient pas gros en France à cette époque-là. Non, en effet, ils n'étaient pas heureux. C'était une population probablement à double à peu près à cause des soldats. Là, ça doit être quelque chose. T'as beau dire le roi donnait une compensation, etc., mais autant le jour que ce que le grabuge que les soldats faisaient le soir, ils étaient libres, là, ils envahissaient les villages, ils envahissaient les tavernes, puis là, ben, on levait le coude un petit peu trop, il y avait des batailles un peu trop. Alors, c'est tout cet aspect-là là, que les villageois, mettons, n'étaient pas nécessairement très contents là, de ce concept-là, mais on leur avait dit, c'est une période de temps limitée, vous allez être compensés, etc. Fait qu'on dirait que le message a passé un peu mieux. Là. Autrement dit, il y avait hâte qu'ils arrivent, puis il y avait hâte qu'ils partent. C'est ça? Oui. Il y avait hâte d'être payé. Par-là de partir, les vents, hein, parce que ça, c'est intéressant, qu'est-ce que tu dis là? On ne part pas de La Rochelle quand on veut. Faut qu'il y ait des vents favorables. Puis bon, là, les vents favorables arrivent, on traverse l'Atlantique. André Poudré, il n'y a pas de. Il n'y a pas de navigateur, là. Je ne pense pas qu'il ait fait de bateau, ou en tout cas, ce n'est pas dans ses cordes. Comme la plupart là, des soldats, ça se passe comment, la traversée? Assez difficile. Vers le 18 mai, on a les capitaines de bateaux se rendent à Saint-Jean puis disent justement aux organisateurs, on est prêts à aller, assemblez vos troupes à La Rochelle et on va le faire. Les soldats arrivent à La Rochelle. Il y a 2 géantes tours au port de La Rochelle. Ça, c'était des tours de guet qui datent du 12e, 11e, 12e siècle, qui sont encore là aujourd'hui. Et on voit dans la rade ou dans la baie un peu, 2 gros bateaux ancrés au quai et 2 autres bateaux à l'ancre qui sont prêts à attendre. Alors, 4 bateaux pour transporter 1000 soldats. Les bateaux, dans le temps, on avait des bateaux qui étaient vraiment là pour du cargo. Alors, eux, ces bateaux-là quittaient la France, allaient dans les Antilles pour ramasser de la canne à sucre, ramasser du rhum, passaient en Nouvelle-France pour ramasser du bois. C'est vraiment ce qu'on exportait le plus pour ramener en France pour construire des bateaux. Et on avait des canons sur tous les côtés. Il y avait des pirates dans les eaux, un peu de tout. C'était la façon qu'on utilisait les bateaux. Et dans la Sainte-Barbe, qui était l'endroit où est-ce qu'on entreposait les choses. On avait des animaux, on avait l'artillerie, on avait les matières sèches, bref, tout est entreposé de ce côté-là. On a converti ces bateaux-là en bateaux de croisière, entre parenthèses, pour les soldats. On a arraché tous les canons. On a enlevé tout ce qui était le non nécessaire et dans cette Sainte-Barbe-là, qui est à l'endroit, à l'extrémité d'un bateau, on installait 250 hamacs par bateau pour être capable de loger les soldats. À l'intérieur de ça aussi, on avait des animaux de l'autre côté, on avait les victuailles, etc. Mais on s'est dit, on ne se fera pas attaquer par des pirates. Comme on a rien de valeur sur le bateau, on n'a pas de besoin de canon, on n'a pas de besoin de munitions, etc. Alors, on y va de cette façon-là. De toute façon, ils ont 250 soldats qui se fassent aborder pour le fun. En effet. Tous armés, fait qu'au moins, on avait des fusils.
qu'eux avaient. Là, alors, le 18 mai, on commence le départ à ce moment-là. Les gens ont choisi où est-ce qu'ils couchaient dans la Sainte-Barbe. Difficile dans la Sainte-Barbe dans le sens que c'est un endroit très clos. On avait les hamacs 3 de haut, un qui était environ à 6 pouces du plafond, un qui était à 6 pouces du sol, un dans le milieu, collés un sur l'autre. Dans le fond de la salle, on avait 2 demi-barils qu'on utilisait comme latrine. Pas de rideau, pas de porte, etc. C'était les 2 seuls endroits et c'était tout le monde dans la même salle. La noirceur totale, une fois qu'on était en mer, les chandelles n'étaient pas permises, ce qui fait qu'on ouvrait la porte le jour pour laisser un peu la lueur de la porte principale. Et comme les vieux bateaux, ben, c'était pas étanche, fait que des fois, on voyait la lueur entre les planches. Et le mauvais côté, ben, quand il y avait de la pluie et des orages, des vagues, ben, l'eau rentrait par ces fentes-là également. Alors, pas nécessairement le confort. Le bateau d'André, c'était la paix. Devrait prendre 60 à 62 jours pour faire la traversée et en bout de compte, a pris 101 jours pour se rendre en Nouvelle-France. Ce qui a compliqué beaucoup les choses. C'est la météo ou? Les vents calmes, des orages. Les vents calmes est un peu pire. Avoir des vents forts, on est capable de naviguer même avec un vent de face. Mais quand les vents sont calmes, il y a eu des périodes qui ont été 4-5 jours de vent calme ou qui n'ont pas avancé, puis il n'y a absolument rien que tu peux faire à ce moment-là. Fait que très difficile. Est-ce que les 4 bateaux arrivent à peu près en même temps? Les 3 autres bateaux qui ont quitté après la paix sont arrivés avant le navire de la paix, même un qui est arrivé 2 semaines avant. 2 routes étaient possibles. Il y en a qui quittaient La Rochelle, qui descendaient vers le sud pour se rendre en Afrique, traverser jusqu'à les Antilles, ensuite monter la côte est de l'Amérique du Nord pour se rendre, tandis que le bateau de la paix, lui, a pris le chemin nordique, a quitté La Rochelle, a monté vers le nord pour voguer au sud de l'Angleterre, l'Irlande, l'Islande, Groenland pour arriver de ce côté-là. Et malheureusement, cette fois-ci, ben, ça n'a pas été le meilleur choix comparé aux autres. Mais bon, dans ce temps-là, les navigateurs n'en savaient pas trop, puis on avait chacun nos préférences. Et c'était 2 navigateurs aguerris sur la paix qui avaient fait la traversée nombreuses fois avant. Alors, c'est pas quelqu'un qui n'avait pas d'expérience. Okay. Nourriture sur le bateau. Le menu était pareil. Chaque matin, les soldats mangeaient ce qu'on appelait des biscuits de marin. Biscuits de marin, c'était fait farine, eau, pincée de sel, pincée de sucre, et ça devenait dur comme de la roche. Ça avait l'avantage que ça pouvait être dans un endroit hermétique, être bon pour 2, 3, 4, 5, 6 mois de temps, sans pourrir ou sans avoir de problème de verre. Alors, c'était l'idéal. Le midi, c'était normalement une petite soupe. On parle d'une soupe. C'est un bouillon agrémenté de quelques légumes, peut-être un petit morceau de viande, une tranche de pain avec une tasse de thé. Et le soir, c'était le gros repas. On parle d'un ragoût. C'était une soupe qui était un peu plus consistante, avec quelques morceaux de viande, encore des légumes, de temps en temps un verre de vin ou une chope de vin qu'elle avait avec le souper. Et c'était le même menu du matin au soir pendant les 100 jours, etc. Quand on est parti, l'eau était claire, elle était limpide, on avait des barils d'eau. Après la 2e semaine, l'eau commençait à avoir une teinte un petit peu verdâtre. 3e, 4e semaine, une petite odeur qui sortait de l'eau. Et par la 5e, 6e semaine, on voyait les asticots qui nageaient dans l'eau. Mais il n'y avait pas le choix. C'était la seule chose qu'ils ne pouvaient pas boire et on ne pouvait pas boire d'eau de mer. Fait qu'on buvait ça. Ce qu'ensuite, c'était les problèmes de santé qui ont venu avec tout ce qui arrive, etc. Mais ça faisait partie un peu du voyage et des difficultés on avait apporté de l'eau puis de la nourriture pour 60-70 jours. Puis quand un voyage prend 30 jours de plus, ben là, les défis rentrent en ligne de compte qu'il faut étirer les portions, etc. L'avantage des journées en eau calme, ben, ils pouvaient pêcher. Fait qu'on avait des pêcheurs à bord, on sortait assez de poissons pour 2, 3, 4 jours, on en faisait sécher un peu, ce qui fait que ça les a aidés à passer à travers la période qui a pris un petit peu plus de temps que la normale. OK. Puis j'imagine qu'il y a quelques morts là-dedans, lors de la traversée, là, d'un 4 bateaux, il doit en avoir quelques-uns. La majorité des bateaux en avaient en effet 5-6 morts par voyage. Surprenamment, celui de la paix, il y en a seulement eu un.
qui était vraiment anormal pour la durée du voyage et tout. Et quand on avait un mort à bord, la procédure était toujours facile, pareil. On l'enveloppait dans un linceul, on mettait des roches alentour et on le jetait à la mer le plus rapidement possible. Souvent, c'est la maladie qui l'avait tué. On ne voulait pas que la maladie se propage. Alors, en dedans d'une heure, le prêtre bénissait, on envoyait ça à l'eau, puis on continuait le voyage, etc. Fait que, dans le cas de la paix, on a eu quelques bonnes tempêtes où est-ce que les gens ont été enfermés 16, 18, 24, 36 heures dans la Sainte-Barbe à la noirceur. Et vous pouvez vous imaginer un peu là, les gens malades, incapables de se rendre aux toilettes à 36 heures de temps. C'était vraiment l'enfer dans cet endroit-là. Puis aussitôt qu'on avait la chance, on enlevait tous les hamacs, on lavait tous les planchers et on réinstallait le tout. Mais pour eux, à la noirceur, dans des orages, ça a dû vraiment être l'enfer. Avec les portes fermées, puis les latrines directes dans le fond, puis le monde qui sont malades, ça devait sentir super bon. En effet. C'est vraiment là, le meilleur descriptif possible, c'est d'essayer d'imaginer ça, là, puis pas un jour, 2 jours, là, mais pendant une centaine de jours de temps. C'était vraiment courageux de leur part. Quand il arrive à un moment donné au bout, là, il devait être manger un petit peu de soupe, puis ça peut être bien fort rendu au bout des 100 jours, là, à presque rien manger. Non, en effet, c'est ça. C'est pour ça qu'il y a eu une période de temps après qu'ils sont arrivés pour s'acclimater un peu. Mais ils n'ont pas resté longtemps. Ils ont resté 1 semaine, 10 jours à Québec avant de commencer sur leur première mission. Ce qui fait que c'était vraiment pour mettons, reprendre des forces de ce côté-là. Okay. Ils sont arrivés à Québec à quelle date? Au mois d'août, alors la fin août 1665. Ils ont quitté dès le début septembre pour leur première mission à ce moment-là. Fait intéressant, on parlait tantôt un peu des surnoms. Ouais. Encore là, les historiens ne sont pas d'accord. Les militaires, c'était une procédure à l'intérieur des militaires. Quand on quittait le pays, on se donnait un nouveau surnom. 2 versions possibles. Un disait, vous quittez votre France natale, c'est une façon pour vous de vous réinventer. Alors, on trouve un surnom qui vous représente bien, c'est votre nouvelle vie à l'extérieur. D'autres historiens disaient que c'était les capitaines des unités qui accordaient le nom des surnoms à cause les noms de famille étaient relativement pareils, puis on voulait les différencier. L'histoire a prouvé que ce n'était pas vraiment le cas. Les noms de famille étaient tous différents d'un de l'autre, alors ça ne fait pas de sens. Dans le cas d'André Poutré, on sait qu'André a embarqué sur le bateau avec le nom André Poutré et il a débarqué à Québec avec le nom André Poutré dit Lavigne. Ce qui nous dit que sur le bateau, l'exercice est fait de se donner des surnoms. Comment est-ce qu'on déterminait les surnoms? D'après les historiens, d'après ce que je peux voir, on le faisait en équipe. Fait qu'en compagnie de 50, là, ça faisait déjà 3, 4 mois, 5 mois qu'on était ensemble. On se connaissait un peu plus. Alors, on dit, on va se donner un surnom qui va nous représenter. Et on utilisait différentes façons. Il y en a qui utilisaient des surnoms selon le métier qu'il y avait avant. Ils étaient passionnés par leur métier. Beaucoup d'horticulteurs, beaucoup de gens qui travaillaient l'agriculture, d'où on trouve des noms qui n'existaient pas en France à ce moment-là et des noms qui sont familiers avec nous au Québec aujourd'hui. Les dit la fleur, dit la rose, dit la plante, dit la tulipe, la pensée, la violette, la forêt, la vigne, la framboise, Desjardins, la montagne, la prairie. Tous des noms québécois qui n'existaient pas en France à ce moment-là. Il y en a d'autres qu'on a donné un surnom selon leur qualité personnelle. Il y avait des gens qui brillaient de différentes façons et on leur donnait entre nous leur surnom. La lumière, la chance, la jeunesse, la vertu, la liberté, la douceur, la franchise, l'espérance, la bonté, la fortune, la charité, joli cœur. Tous des noms de ce côté-là. D'autres, c'était des traits physiques. On n'était pas très original. On ne leur trouvait pas une vertu, on ne leur trouvait pas un travail. Fait qu'on vous donnait un nom physique. Encore là, des noms québécois. Dit le blond, dit le blanc, dit le noir, dit l'orange, dit le brun, le petit, le gros, le grand. Tous des noms québécois qu'on connaît aujourd'hui, mais qui n'existaient pas à ce moment-là. On avait des fois des surnoms de la région d'où est-ce qu'ils venaient. Dit l'italien, dit la France, dit le normand, dit l'anglais, le breton, le parisien. Il y en a que c'était des objets.
pour des raisons, à moins que ces gens-là avaient une affinité pour un objet où vraiment on ne le retrouvait pour rien. Dit la croix, dit la porte, dit la rivière, dit la fontaine, dit la marche, la pierre, la flèche, la tour. Tous des noms qui existent aujourd'hui. D'autres qui sont un petit peu plus bizarres comme surnom. Jean Chastenay dit la guigne. J'ai l'impression que lui, si on lui donne le surnom la guigne, c'est que fort probable il n'était pas chanceux puis qu'il mérite ce surnom-là. Jacques Dupété dit la ruine. Peut-être qu'il avait perdu son argent là-bas puis ils ont donné ce surnom-là. Martin Royer dit la mule. Eh bien, t'as peut-être un gars fort qui traînait bien des choses. T'sais. Et celui le plus drôle, le plus bizarre qu'on a nommé, c'était Jean Piette, dit Trempe la croûte. Alors, son surnom, c'était Trempe la croûte. Les Piettes et les Trempes, aussi, on les retrouve beaucoup à Sorel. Alors, André et ces gens-là étaient dans le régiment de Pierre de Sorel, qui sont établis au Fort Richelieu et qui ont vraiment pris une base là-bas. Les Piettes et les Trempes sont renommés pour être de Sorel à ce moment-là. Alors, tous les descendants québécois qui ont le nom de famille Trempe ou le nom de famille Piette sont originaires de ce Jean Piette-là. Le trempe la croûte, 2 versions. On a la version polie qui dit que tremper la croûte, souvent probablement son biscuit de marin ou son pain qui était rassis, on le trempait dans son thé chaud pour le ramollir, pour le manger. Autre version un peu plus grivoise, dans ce temps-là, à Paris et en France, quand les hommes allaient courir les prostituées, on disait qu'elle allait se tremper la croûte. Alors, on ne sait pas dans ce cas ici quelle version s'apprête à Jean Piette, mais bon, c'est le surnom qu'on lui a donné. Dès la première génération, on a fait tomber la croûte, ce qui fait qu'on voit dans les registres généalogiques de Jean Piette, dit Trempe, c'est là, mais il n'y a plus de croûte. À partir, on l'a laissé tomber assez vite, la croûte, et les Jean Piette a pris ce nom-là, etc. Okay. Puis là on parle de surnoms, là, mais une fois qu'ils arrivent en Nouvelle-France, là, leur identité maintenant est forgée avec le non-dit. Ça fait partie, c'est un nom qui leur appartient, puis c'est un nom qui va arriver à leurs descendants la plupart du temps, puis qui va descendre des générations. C'est pour ça qu'on a des Lavigne encore, là. C'est pas un nom qui existait, c'est un nom qu'on a inventé, puis c'est un nom qui est resté, puis tous les non-dits qu'on a, fait qu'on a plusieurs gens après ça, pendant des générations, qui vont avoir comme 2 noms de famille. En effet, dans le cas de André Poutré, moi, je suis la 11e génération d'André et les 7 premières générations ont gardé un nom de famille, Poutré, Poudré, Poudrette, etc. Des variations, on en parlera tantôt à comment les noms ont varié, mais toujours les dit Lavigne, et c'est seulement mon arrière-grand-père qui, lui, a laissé tomber Poudrette pour les Lavigne, et il y en a qui le gardaient, il y en a qui ne le gardaient pas. Pour donner un exemple, les 11 enfants d'André et de Jeanne, selon le curé qui était là à ce moment-là, on connaissait les gens en étant oui, c'est M. Poutré, ou il y en a qui connaissaient sous M. Lavigne, dépendant du curé. Il y a un enfant qui s'est fait baptiser Pierre Poutré et son frère s'est fait baptiser Pierre Lavigne. Dans la même famille, 2 familles, la même famille d'enfants, 2 frères. Un, c'était Pierre Lavigne, puis un, c'était Pierre Poutré, dépendant du curé du moment. Lui, comme il était illettré, il ne savait pas qu'est-ce qu'il signait. Puis le curé disait, bon, ben c'est M. Lavigne qui est venu, son fils s'appelle Pierre. On va le mettre sur le baptistère, Pierre Lavigne, ça finit là. Un autre curé, il connaissait sous M. Poutré, on va mettre Pierre Poutré à ce moment-là. Fait que c'était difficile dans la recherche généalogique où est-ce qu'il fallait que je cherche sur les Poutrés, les Poudrés, les Poudrets, les Poudrettes, les Lavignes, à chaque fois qu'on recherche. Et c'est un défi aujourd'hui que les gens ont des fois pour dire un Lenormand ou un La France. C'était leur surnom. Alors, il faut trouver c'était quoi leur nom original de France, puis voir d'où la descendance est. Et comme je dis, à l'intérieur d'une famille, il y a 2 ou 3 noms de familles différents, dépendant du curé, d'essayer de trouver la lignée. Là, c'était pas évident à ce moment-là. Puis là, ensuite, le nom étant un surnom, il peut en avoir plusieurs qui sont arrivés et qui se faisaient appeler Lavigne. Il n'y avait pas un registre national des non-dits. Fait que tu pourrais avoir comme des groseilliers, les Larose, potentiellement 2 ou 3 ancêtres qui sont arrivés et qui avaient le même surnom. Là. En effet, les Lavignes, il y en a 3. On a trouvé 3. Alors, on avait un Tessier dit Lavigne qui, lui, c'était un colon qui était arrivé avant même l'arrivée des soldats du régiment Carignan, dans les 1630, etc. À Montréal. C'est ça. Alors, les Tessier dit Lavigne sont probablement ceux qui en ont le plus.
Poutré-dit-la-Vigne, c'est le deuxième. André et Jeanne ont généré à eux deux plus d'1 million de descendants québécois, si on regarde toute la descendance, etc. Là. Et finalement, les Rivard-dit-la-Vigne, un petit peu moins, là, c'est celui qui était peut-être un peu moins qui ont gardé le nom Lavigne. Souvent, ils ont gardé le nom Rivard à ce moment-là. Mais de ce qu'on sait, tous les Lavignes du Québec viennent principalement de ces 3 descendants-là qui ont eu le surnom Lavigne ici. C'est pas un nom qui était connu en France, en effet, à ce moment-là. OK. On sait que les historiens ne sont pas nécessairement d'accord sur l'origine des noms dits, mais une chose qu'on sait, c'est que c'est des noms de guerre, c'est des noms de soldats. Ça, on sait ça. Pas tout le temps, souvent. Principalement avaient été des soldats, ces gens-là. Puis bon, pour revenir, on arrive à Québec en août 1665. On prend un peu de repos là, pour reprendre des forces. Puis là, ben, tantôt, j'expliquais là, que on était en guerre contre les Iroquois, mais principalement, les Iroquois, c'est 5 nations qui sont dans la région de New York, jusque dans le bas des Grands Lacs. Nous, principalement, c'est contre les Agniers qu'on reçoit des attaques qui, eux, sont basés là, dans ce qui est aujourd'hui l'État de New York, lac Champlain. Puis eux autres, ben, souvent, ils vont remonter la rivière Richelieu, puis c'est par là, qu'ils vont organiser leur attaque ou qu'ils vont arriver. Fait qu'une des premières missions que les soldats du régiment de Carignan vont faire, c'est d'aller construire des forts sur le long de la rivière Richelieu. Est-ce qu'André participe à ça? Absolument. Tous les soldats participent à cet événement-là, ou la grande majorité à ce moment-là. Il y a certaines compagnies qui sont restées à Québec, une autre ou deux basées à Trois-Rivières et à Ville-Marie, mais la majorité sont affectées à la construction des 3 forts. Le premier, Fort Richelieu, qui est aujourd'hui le vieux Sorel. Alors, où est-ce que Sorel, le vieux Sorel, c'est là où est-ce que le fort était. On avait 3 compagnies sous la direction du capitaine Pierre de Sorel, qui était responsable de la construction de celui-là. On avait le fort Saint-Louis, qui était anciennement le fort Chambly, qui était renommé le fort Chambly. Alors, 3 compagnies qui ont été bâtir le fort Chambly. Et finalement, fort Sainte-Thérèse, qui était à Carignan. Alors, les 3 forts étaient bâtis là. Et dans une période d'environ 8 semaines, avant Noël, on parle aux alentours du 15 décembre, les 3 forts étaient construits. Sensiblement pareil, on avait une forteresse de pieux d'environ 10 à 12 pieds qui faisait le tour d'une forme géométrique un peu en forme d'étoile, si on veut. À l'intérieur des murs, environ 10 pieds à l'intérieur, on avait des pieux de 8 à 10 pieds qui cernaient l'intérieur du fort. Et à l'intérieur, on avait divers bâtiments où est-ce que les gens logeaient, l'armurerie, les latrines, les endroits où est-ce qu'on gardait le caveau, les légumes, etc. à l'intérieur. Les 3 forts étaient sensiblement pareils. On avait des tourelles dans chaque coin pour être capable de faire le guet. Et on avait des soldats qui marchaient entre les 2 palissades pour s'assurer du guet de ce côté-là. Les 3 ont été sensiblement construits de la même façon. Et par Noël 1665, on était prêt, c'était construit. On attendait un peu les prochaines directives de M. Tracy. À cause, autant qu'on appelait le régiment Carignan-Salière, M. Carignan n'est jamais venu en Nouvelle-France, mais M. Carignan est décédé 15 ans avant la formation du régiment Carignan-Salière. On avait gardé le nom à cause de sa réputation et déjà une compagnie s'appelait le régiment Carignan qui avait débattu en Italie. Alors, on a gardé le nom et on l'a joint à M. Salière qui, lui, s'est présenté en Nouvelle-France. C'était un peu le dirigeant de nom, mais c'est vraiment M. Tracy qui, lui, menait les opérations militaires, prenait les décisions, où est-ce qu'on allait, qu'est-ce qu'on faisait, etc. Ça, Tracy, c'est celui qu'on a maintenant le nom pour Sorel Tracy. En effet, c'est le même à ce moment-là. Beaucoup de gens, beaucoup de ces capitaines-là, on va revenir un peu tantôt, sont devenus seigneurs par la suite. Alors, les capitaines de ces régiments-là étaient basés tout le long du Saint-Laurent. Et on peut voir, on a dans les Lavaltrie, les Saint-Ours, les Sorel, les Tracy, les Chambly. C'est tous des noms de capitaines qui se sont fait accorder des seigneuries à la fin de la guerre et qui se sont installés où est-ce qu'ils étaient. Les forts sont construits en bois à ce moment-là. Oui. Ça a quel volume, un fort?
C'est mettons Chambly, là, maintenant il est en pierre. Le format original, puis ce qu'on a maintenant, c'est la même chose ou ça a été agrandi par la suite? Non, c'était sensiblement, peut-être un peu plus petit. Assez pour loger les 3 compagnies facilement, où est-ce qu'on dormait, où tout le monde dormait. Où est-ce qu'on a rencontré un peu de défi, c'est quand on a lancé les 2 attaques. À ce moment-là, on ramassait toutes les 20 compagnies dans les 3 phares. Ça devenait tassé pour coucher tout le monde, mais c'était des points d'arrêt. On quittait Ville-Marie, Québec, on faisait un arrêt aux 3 phares, on prenait nos victuailles, etc. On s'installait pendant une journée ou 2 avant de quitter. Alors, les phares n'ont pas été construits pour loger 250-300 soldats, mais l'ont fait à l'occasion à ce moment-là, mais pouvaient loger facilement un 100-125 soldats là, couchés à l'intérieur là, et bien entretenus. Et les bâtisses avaient chacun un usage quelconque, il n'y avait pas de perte d'espace, etc. Alors, c'était pas quelque chose d'énorme là, comme endroit. Là. OK. Puis là, ben justement, on est prêt. L'objectif étant de défendre la colonie, mais aussi, je pense, d'amener une certaine paix durable à long terme. Puis bon, pour ça, on va falloir démontrer notre force. On est arrivé, là, on est rendu dans le temps de Noël. C'est pas un super bon temps là, pour gérer des attaques à ce moment-là. Mais on commence là, les premières expéditions, c'est ça? C'est quoi les premières expéditions qu'André va participer? En effet, en janvier de cette année-là, à la surprise de toutes, M. Tracy décide qu'on va mener une attaque sur les villages iroquois en plein hiver, ce qui va les surprendre. Il dit, personne ne va nous attendre à ce moment-là. On va leur montrer notre force et on va descendre. Et Éric, tu l'avais dit tantôt comme il faut. Alors, eux étaient basés au sud du lac Champlain jusqu'en Pennsylvanie. Alors, eux, quand ils montaient, prenaient la rivière Hudson jusqu'au lac Champlain, la rivière Champlain, la rivière Richelieu, puis ils rentraient. Alors, on part des 3 phares sur la rivière Richelieu. On avait environ une paire de raquettes pour 5 soldats, ce qui fait qu'on avait des soldats qui menaient un peu tapaient la trail, comme on disait, là, de ce côté-là. La rivière, en janvier, n'était pas nécessairement gelée ou gelée partiellement, fait qu'on ne pouvait pas prendre les canaux. Alors, il fallait marcher en bordure de rivière. L'eau était détrempée, l'eau était gelée. Puis, on parle de l'habillement à ce moment-là, des petits bottillons, des bas aux genoux, on avait un manteau redingote qui allait un peu jusqu'aux genoux, un petit chapeau qui fitait sa tête, un petit juste au corps. On n'était pas habillés pour aller faire une guerre en Nouvelle-France ou dans les hivers qu'on connaît, en plein milieu du mois de janvier-février. Et puis en plus, c'est des Français, là, c'est leur premier hiver, là, ils n'ont jamais vu ça de la neige. Non, c'est ça. Ils n'ont jamais vu cette histoire-là, puis de rentrer dans le bois, etc. On avait une couverte pour à peu près 5-6 soldats aussi. Fait que quand on couchait la nuit, on faisait on trouvait un endroit en dessous d'un arbre, on tapait la neige, on se collait tous ensemble, on se mettait une couverte et avec la chaleur humaine, on essayait de rester le plus chaud possible, mais c'était pas évident. Là, t'sais. Fait qu'on prend 2-3 semaines pour se rendre au sud du lac Champlain. Et là, on est maintenant dans l'État de New York, s'en allait vers la région d'Albany un peu. La ville s'appelait Orange dans le temps, à cause les Hollandais étaient responsables d'une bande d'à peu près 200 000, 300 000 de la hauteur de New York jusqu'à Syracuse à peu près. Et on se rend à un premier camp iroquois pour rencontrer que tout le monde était parti. Les bâtiments étaient encore là, mais il n'y avait plus personne. Tout était parti. Tout leur bien personnel était parti. On brûle les bâtiments. On continue notre descente. On atteint un deuxième village quelques jours plus tard. Même situation. Tout le monde est parti. Personne n'est là. Les Iroquois avaient appris ou savaient su que les Français s'en venaient et avaient quitté vers le sud à ce moment-là. Ce qui fait que pour les Français, on avait dit ça a fonctionné, notre menace. Ils ont eu peur de nous. Ils sont en allés vers le sud. Peut-être la paix va arriver. Alors, on a fait ce qu'on a à faire. On plie bagage et on revient. Puis on revient de ce côté-là. Les historiens ne sont pas encore là d'accord. On parle de entre 30 et 75 soldats seraient morts de froid pendant cette première escapade-là. Gelée, hypothermie, etc. Alors, sans avoir perdu un soldat à la guerre comme telle, on aurait perdu jusqu'à 75 du froid avant de revenir au mois de mars
aux Trois-Forts sur la rivière Richelieu. Fait que la première bataille, en théorie, n'a jamais eu lieu. On n'a jamais rencontré personne, mais on est retourné au fort à ce moment-là, au mois de mars, avec un sentiment de le travail accompli. On leur a fait peur, on leur a fait peur. Est-ce que ça va être assez? On va attendre quelques mois et on va voir ce que l'été va nous dire. Puis là, justement, l'été se passe. Qu'est-ce qui arrive par la suite? Est-ce qu'on continue à faire des expéditions? On fait des attaques? On défend? On a laissé une partie de compagnie à un fort au nord du lac Champlain. Aujourd'hui, ça s'appelle le Fort Ticonderoga, qui est encore là aujourd'hui quand on peut y aller. Les Américains en ont pris contrôle à un moment donné après. Là. Mais à ce moment-là, il était là et on a laissé une partie de compagnie là pour être capable de dire on va voir s'il y a des agnis qui montent, en effet, le lac Champlain qui s'en vient. Alors, une journée, un soldat de cette compagnie-là se rend jusqu'au fort Richelieu pour dire au capitaine de Sorel qui venait d'être attaqué que leur capitaine avait été tué, qu'il y avait des soldats qui avaient été tués et qui avaient été provoqués par les Agnés. Ils n'en prenaient pas plus au capitaine de Sorel. On ramasse des soldats, on embarque dans le bateau, on se rend à Québec pour rencontrer Tracy. On lui explique ça. Tracy décide sur le champ. Parfait, on ramasse tout le monde et on repart en guerre. Là, maintenant, au mois de juillet-août 1666, on repart en guerre contre les Agnés. Quand on partait en guerre, c'était non seulement les 1000 soldats, mettons 900, qu'on en laissait dans les forts un peu partout, mais on avait les Algonquins qui étaient avec nous, on avait des colons de Ville-Marie, de Trois-Rivières, de Québec qui joignaient. Fait que quand on partait, on était un contingent quand même 1300, 1400 personnes qui partaient, et avec les Algonquins qui, eux, connaissaient le territoire à ce moment-là. Beaucoup plus facile au mois de juillet, on était en canot, on était sur la rivière Richelieu, ça se déplaçait beaucoup plus vite, etc. Alors, on se rend exactement comme la Première Guerre, au premier campement algonquin, absolument rien. Leur récolte était dans les champs, les bâtiments, on voyait qu'ils avaient été occupés il n'y a pas longtemps, mais il n'y avait absolument rien qui restait, tout le monde était parti. On a brûlé leur récolte, on a brûlé leurs champs, brûlé leurs bâtiments. On est allé au deuxième village, troisième village pour avoir exactement la même situation qu'on avait faite au premier. Une petite escarmouche ou deux avec 2-3 Autochtones qui étaient là. Alors, en bout de ligne, on a peut-être tué un 4-5 Agnés à ce moment-là. On a eu 2-3 soldats qui ont été blessés. Mais somme toute, ce sont les 2 batailles du régiment Carignan-Salière qui ont donné quelques victimes amérindiennes, aucune victime du niveau des soldats. Et on avait encore la certitude de dire, quand ils ont vu qu'on était 1400 qui s'en venaient, ils ont été vraiment d'accord de dire, bon, ben écoute, on laisse faire ça. Jamais est-ce qu'on va réattaquer. On est retourné au fort en disant, c'était la dernière fois et on espère qu'il va y avoir une guerre avec les Iroquois. Oui, mais pas juste que c'était un nombre quand même assez imposant. Là, je veux dire, c'est un régiment organisé, des gens dans un uniforme avec la technologie là, qui n'existait pas du côté des Amérindiens. Là. C'est quelque chose qu'ils n'avaient jamais vu, eux autres, là, une armée qui arrive. Avant ça, tu avais des colons, tu avais du monde qui se défendait, mais une armée qui arrive, ça devait être imposant. Là. Il y en avait qui marchaient au pas avec des tambours et tout. Là. C'était l'objectif aussi de descendre en nombre, de même si les attaques, s'il y avait attaque, on était prêt pour le faire, mais s'il n'y avait pas attaque, le nombre, l'impôt, juste le contingent de ce qui était assez pour les convaincre de dire vous ne revenez pas en Nouvelle-France. Là. Si vous revenez, nous, on va être ici et on va vous attendre de cette façon-là. Puis c'était vraiment l'objectif. Alors tant mieux si on est réussi à créer le même objectif sans avoir une guerre sanglante où tout le monde est décédé de cette façon-là. Alors, d'un côté, la mission a réussi, si on veut. Tout en ayant très peu de morts là, d'un côté comme de l'autre. Oui, en effet. Puis là, c'est important. Ouais, excuse-moi, c'est important, je pense, de ce que tu as mentionné tantôt, puis on avait passé à côté un peu, mais il y a les soldats du régiment de Carignan-Salière, mais il y a aussi des Canadiens. Quand je parle de Canadiens, c'est des gens qui sont nés en Nouvelle-France. Puis il y a des Algonquins, il y a des Inuits, il y a plusieurs communautés autochtones qui appuient, puis ben, en fait, même qui aident. Puis sont pas sous les ordres du régiment de Carignan. Là. C'est vraiment des alliés qui vont faire une expédition ensemble. Là. Donc là, on réussit à faire
à remplir notre objectif, soit d'amener une paix. La paix, il y a une paix, il y a une trêve qui va éventuellement là, se signer suite à ces épreuves, cette démonstration de force-là qu'on fait, qui va nous amener à une paix un petit peu plus durable. Puis là, on n'en a pas parlé en entrée de jeu, mais quand on parlait du recrutement, on promettait aussi aux soldats une terre éventuellement après la guerre. Oui, quand on s'est enrôlé, on offrait aux soldats, en échange d'un contrat de 18 à 24 mois, à la fin du terme, le soldat pourrait soit retourner en France, sur un bateau de croisière tout équipé, mais les gens se souvenaient très bien du voyage en revenant. Il y en a plusieurs qui ça leur tentait pas de retourner. Ou on leur fournissait une terre avec des sous, des semences pour partir, quelques animaux et vraiment un endroit pour s'installer ici. C'est ce qu'on voulait aussi d'une pierre deux coups un peu avec le régiment. C'était de peupler la Nouvelle-France avec des gens qui étaient pour rester ici après le plus possible. Sur les 1000 soldats, il y en a 450 à peu près qui ont resté en Nouvelle-France. Alors, il y en a 300 qui sont quittés, puis il y en a un autre 100 quelques qu'on a perdu la trace. Soit qui sont décédés, soit qui sont partis dans le milieu du contrat, puis qui ont quitté, soit qui sont devenus voyageurs, puis qui ont pris le chemin des fourrures, etc. Il y en a beaucoup qu'on ne sait pas où est-ce qu'ils étaient, mais disons des 425. Et de ceux-là, environ 215 à 220 ont marié des filles du roi, sont installés ici. C'est bien beau avoir une terre, s'est installé ici, mais on était dans une proportion d'environ 40 hommes pour une femme. Alors, il faut s'installer, il faut avoir une famille, etc. C'était le deuxième problème. Le roi avait instauré, au début des années 60, le premier programme qui se rappelait les femmes à marier. Alors, de 58, 60, 61 jusqu'à environ 65, on avait 50, 60 femmes qui arrivaient par année, principalement pour les colons canadiens qui étaient ici, pour les aider à peupler, etc. Mais quand le régiment est arrivé, on a vu vraiment une problématique de dire oui, on a des soldats qui veulent rester, mais si on n'a pas des femmes pour eux, ils vont s'en retourner en Nouvelle-France. D'où le programme de les filles à marier, qui a commencé en 1666, s'échelonné jusqu'en 1672 à peu près. Les filles du roi, tu veux dire? Les filles du roi, c'est quoi j'ai dit? Ouais, tu as dit les filles à marier. Oui, excuse-moi, les filles du roi. Le premier programme, c'était les femmes à marier. Ouais. Puis le deuxième, c'était les filles du roi. Est-ce qu'il y a des différences entre ces deux programmes-là? Les femmes à marier étaient des femmes plus matures, un peu plus âgées, pas nécessairement le même style de personnes qu'on est allé chercher avec les filles du roi. Fait que c'est des dames qui, pour des raisons, voulaient quitter la France pour différentes raisons. Filles du roi, c'était spécifique, on est allé chercher en majorité des orphelines. On s'est tourné vers le clergé et on a dit on a besoin des femmes en âge de procréer, des femmes fortes physiquement. Alors, on voulait des femmes qui étaient bien bâties, capables de travailler une terre, capables d'enfanter, et des femmes fortes de caractère. Alors, c'était vraiment les trois mots qu'on a utilisés. On voulait des femmes qui étaient capables de survivre une traversée en bateau, survivre le départ de leur France natale et d'être capables de mener à terme, d'élever une famille en Nouvelle-France de ce côté-là. Alors, on s'est tourné vers le clergé et dans les couvents, différents couvents, beaucoup au nord, en Rouen, en Bretagne, on est allé chercher des filles-là, dans la région de Paris également, alors les couvents de cette région-là. Et on a réussi à partir de 1666 à envoyer des contingents de 100, 125, 150 filles du roi sur des bateaux 2 à 3 fois par année qui arrivaient au port de Québec à ce moment-là pour justement les gens de ce côté-là. Là, ces filles-là, ils s'en venaient, eux autres, ils s'en venaient explorer le Nouveau Monde. C'est quoi qu'il y avait comme entente pour pouvoir venir en Nouvelle-France? Leur objectif, c'était de se marier et de fonder une famille avec soit les colons français, mais principalement les soldats du régiment Carignan. C'était leur objectif, c'était ce qu'on leur avait dit. Si vous êtes intéressés, voici votre objectif et de venir de ce côté-là. Ils partaient de la France pour venir épouser quelqu'un en Nouvelle-France, fonder une famille. Ouais. Est-ce qu'il y avait des baby bonus qui allaient avec le fait qu'ils étaient pour avoir des enfants, quelque chose?
il était, au début du programme, ceux qui étaient identifiés filles du roi venaient avec une dot. Le roi leur donnait un coffre avec les nécessités de base et un argent monétaire, une sacoche monétaire, si on veut, pour attirer les soldats de ce côté-là. Mais c'était très inégal qui l'avait, qui ne l'avait pas, dépendant du clergé. Il y a eu là-dedans des rumeurs que le clergé gardait l'argent pour envoyer ses filles de l'autre côté. C'était la récompense du couvent de garder pour avoir élevé ces filles orphelines-là pendant un certain temps. D'autres le remettaient aux filles. Bref, c'était très inégal qui avait des dots et qui n'en avait pas, mais c'était un pourcentage relativement bas. Okay. Les filles du roi, juste pour mettre les gens en contexte, parce que parlons ancêtres, c'est ça, on parle de nos ancêtres, on parle spécifiquement de l'ancêtre d'André, de Paul, qui est André Poudré d'Islavigne. Toutefois, c'est probablement aussi notre ancêtre, parce que c'est tout démographique. Il faut comprendre qu'avant l'arrivée des soldats du régiment Carignan-Salière, en Nouvelle-France, on est environ 3000. Puis dans les 3000, il y a à peu près 1000 religieux qui n'ont pas offert une descendance. Donc, il y a à peu près juste 2000 personnes. Puis là, comme tu dis, il y en a 400 qui restent en Nouvelle-France à peu près. Ça devient une bonne proportion. Puis là, dans les années qui suivent, il y a les filles du roi qui, à peu près en même nombre, là, vont arriver pour marier les soldats du régiment de Carignan-Salière. Donc, on vient d'augmenter de 50% notre population, disons, pas 50%, mais c'est ça, ceux qui peuvent offrir une descendance. Si on y va mathématiquement, c'est à peu près impossible qu'un Canadien français n'ait pas un soldat du régiment de Carignan-Salière et une fille du roi comme ancêtre. C'est mathématiquement impossible. Donc, c'est important pour ceux on est là ici, c'est pour vous expliquer justement cette histoire-là. C'est l'histoire de nos ancêtres, c'est l'histoire d'André Poudré d'Islavigne, mais c'est aussi l'histoire de bien d'autres soldats du régiment de Carignan. Puis là, justement, par rapport aux filles du roi, on n'a pas le droit de divorcer à cette époque-là, mais on a une entente spéciale par rapport aux filles du roi. Je pense qu'il y a eu un premier mariage du côté d'André. Oui, la façon que c'était fait, à ma grande surprise, ça aussi la recherche m'a surpris. Une fois que les filles du roi débarquaient du bateau à 100, 125, on leur donnait une semaine ou deux pour reprendre des forces, à cause de pas pour eux aussi. Un voyage de 60, 70 jours en bateau, c'était pas évident. On reprenait des forces, on les logeait souvent, la majorité du temps, dans les couvents à Québec. Quand ils étaient prêts à rencontrer des soldats, on faisait une soirée mondaine, une soirée de bal un peu, où est-ce qu'on avait 20 ou 30 ou 40 filles du roi et on avait choisi, selon les gens qui étaient là, une centaine ou 150 soldats pour se présenter. C'était l'ancêtre du speed dating qu'on appelait. Chacun arrivait, se présentait, le soldat se présentait. « Bonjour mademoiselle, mon nom est André Poudré, je suis soldat du régiment Carignan-Salière, je viens de la région des Valenciennes. » Et eux répondaient « Bonjour monsieur Poudré, moi c'est Jeanne Burel, je viens de la région de Rouen, plaisir de vous rencontrer. » Et on rencontrait tous les gens de même. Les filles notaient 2, 3, 4 soldats qu'ils aimeraient rencontrer un peu plus, le disaient à leur accompagnatrice, et eux, le lendemain, organisaient une rencontre avec les soldats qu'ils avaient choisis. Fait que le premier coup d'œil est important de se souvenir « Ah, M. Poudré a tombé dans mon œil, je vais le dire à ma accompagnatrice. » Le lendemain, il y avait une rencontre avec les deux, la fille du roi, le soldat, l'accompagnatrice ou une sœur, ils étaient toujours ensemble, et un notaire. Là, on posait les questions de base, une rencontre de 15-20 minutes. Monsieur Poudré, bonjour, est-ce que vous avez une maison, une habitation? Oui, mademoiselle, j'ai une habitation de 20 par 20 établie sur ma terre. Parfait. Avez-vous des champs en semences? Oui, madame, j'ai trois arpents en semences qui est présentement. Parfait. Avez-vous, tu sais, on posait des questions. La dame voulait savoir dans quoi qu'elle s'embarquait. Alors, si un soldat arrivait sans habitation, sans terre, les chansons qui n'étaient pas pour être prises. Alors, André avait déjà... Ça, c'était notarié, là. Oui, il y avait le notaire qui était à côté. Fait qu'il y a des traces encore de ces discussions-là.
pas les discussions par contre. On se posait des questions de chaque Ouais. côté et lui, le soldat, voulait savoir est-ce que vous voulez avoir des enfants, mademoiselle? Oui, j'en veux. Combien est-ce que vous en voulez? Ah, ben j'en veux 8 à 10. Parfait. Est-ce que vous êtes prête à travailler dans le jardin et dans la terre pour nous aider? Oui, monsieur, je suis prête à faire ça. Quand on avait un accord, on signait un contrat de mariage avec le notaire qui était à côté. Ah, c'était Un ou l'autre. au deuxième rendez-vous, il signait un contrat de mariage, genre? Ben, le premier, on peut juste dire c'était une rencontre. Oh, C'était ouais. vraiment le premier rendez-vous, il signait le contrat. Wow. Mais chacun avait le droit d'annuler le contrat si jamais, suite à une deuxième rencontre, il n'y avait pas de comptabilité, compatibilité, si on veut. C'est ça. Alors, Fait une que là, deuxième. fait que là, les filles du roi y arrivaient, ils débarquaient, ils se reposaient un peu. Il y avait une première rencontre, une deuxième rencontre, contrat de mariage. Donc, en dedans de comme 2 mois, probablement même 1 mois d'arrivée en Nouvelle-France, ils étaient mariés puis ils étaient en maison. En effet, la grande majorité, c'était ça. Wow. On avait une deuxième rencontre par la suite pour aller un petit peu plus en détail. Là, on apprenait à connaître les valeurs de la personne. Avez-vous des frères et sœurs? Qu'est-ce qui est important pour vous? Et la grande majorité des contrats est annulée après la deuxième rencontre. Alors là, maintenant, on voyait qu'il n'y avait pas d'atome crochis, si on veut. Et c'était le cas d'André. André avait un contrat de mariage avec une demoiselle Éloi qui a fait annuler. Et Jeanne Burel avait un contrat de mariage avec un autre homme qui ont fait annuler. Les deux avec le même notaire. Les deux en dedans de 24 heures un de l'autre. Et comme ils s'étaient vus, André a demandé à l'accompagnatrice, j'ai su que Mme Burel, son contrat avait été annulé. Est-ce que je pourrais rencontrer Mme Burel? L'accompagnatrice l'a organisé. Ils se sont rencontrés, ils ont fait leur contrat, deuxième rencontre. Puis bref, the rest of history, comme qu'on dit. Ils se sont mariés une semaine plus tard et ils ont passé le restant de leur vie ensemble. Fait que les contrats étaient annulés. On avait le choix, soit l'homme ou la femme, d'annuler le contrat. Puis on passait à d'autres choses. Puis une fois que c'était fait, on avait fait nos 2 rencontres, on était d'accord, on se mariait. Puis comme tu disais, Eric, une fois qu'on était mariés, ben c'était pour la vie à ce moment-là. C'est quand même un. Ça se passe vite, disons. Ah, ça se passe vite. C'est clair qu'ils venaient en Nouvelle-France pour se marier. Ouais. Mais même avec ça en tête, on penserait que ce serait un peu plus. Mettons qu'ils ne se courtisent pas longtemps. Non, et puis ils n'ont pas de temps à perdre. S'il y a une centaine de filles du roi, puis on parlait de centaines de soldats et de colons. On avait aussi les colons qui, eux aussi, se cherchaient des épouses, bien que les soldats étaient prioritaires. Les colons aussi avaient la chance de les rencontrer. Fait que les femmes qui étaient là, il y avait 10 hommes pour une femme qui cherchait une épouse. Alors, tu n'avais pas le temps qu'on dit, de niaiser dans ce temps-là. La majorité des filles du roi ont trouvé, en dedans de 2 mois, un mari à ce moment-là. Il y en a qui ont pris un peu plus de temps. Il y en a qui ont passé à travers de 7-8 contrats de mariage, que oui, non, je fais une rencontre, etc. Il y en a un bon nombre qui sont retournés en France, qu'après 2, 3, 4 mois au Québec ou en Nouvelle-France, ils ont dit non, c'est pas pour nous, c'est pas quelque chose qui m'intéresse, je veux retourner en France. Il y avait l'opportunité, etc. Et il y en a qui sont rentrés chez les sœurs. Comme qui étaient au couvent, qui n'ont pas trouvé de mari, ben, ils ont décidé de rentrer chez les sœurs de ce côté-là. Je n'ai pas les statistiques exactes sur le pourcentage des filles du roi qui se sont vraiment mariées. C'est quand même assez élevé, mais ça a servi un peu qu'est-ce qu'on voulait un peu dans l'objectif là, de rencontrer et de se trouver un mari et une femme. OK. Puis c'est où ce qui s'installe? Là? Tu parlais tantôt qu'il y avait sa terre, il y avait son habitation de 20 par 20. C'est dans quel coin qu'ils vont s'installer, lui puis Jeanne Burel? OK, c'est bien intéressant comme question. Si on revient aux soldats du régiment, on est rendu maintenant, après la Deuxième Guerre, un peu qu'on a eu la paix, à fin 66, l'été 66. Et là, maintenant, on est encore sous contrat sur le régiment. Fait que on commence à nettoyer alentour du fort Richelieu à Sorel, on coupe du bois, etc. Le roi ou l'intendant demande de construire une route du fort Richelieu jusqu'au fort en bas.
un peu le chemin du roi, le début du chemin du roi. Fait qu'on commence à nettoyer les terrains. Et déjà, on dit aux capitaines, on leur promet une seigneurie à la fin du terme. Fait que Pierre de Sorel, lui, sait déjà qu'il va devenir Sorel, seigneur de la seigneurie de Sorel qu'on connaît aujourd'hui. Alors, demande à ses soldats qui est intéressé de rester en Nouvelle-France. Et il y en a 8 qui ont déjà pris la décision, dont André, de dire oui, je décide de rester ici. Alors, lui va de l'avant et leur donne immédiatement une terre avec la promesse de la journée que je suis seigneur. On va signer les papiers officiels et vous allez devenir propriétaire de votre lot. André a eu une terre d'environ 150 pieds de large, s'échelonnant de la rivière Richelieu jusqu'au fleuve Saint-Laurent. Alors, toute cette section-là était à lui. On parle de fin 66 à ce moment-là, et lui, il a la permission, en temps de paix, de commencer à défricher sa terre. Alors, en fin 66, début 67, lui coupe du bois, on déracine, on dessouche, on commence à planter. Fait qu'à l'été 67, lui, il a déjà semé son terrain et commencé à construire sa maison qui était prête en juillet 67, avant qu'il ait rencontré Jeanne à Québec en septembre 67. À cause, il avait entendu dire que si les gens n'avaient pas une terre ou une habitation, ils ne trouveraient pas une femme de l'autre côté. Fait que les 8 colons qui se sont installés, c'était leur priorité. On dessouche, on enlève les arbres, on construit notre maison. Très rudimentaire, là, une maison de 20 par 20. Carré, où est-ce qu'on avait la petite cuisine, le lit d'un côté, un petit salon boudoir et un atelier de travail, tous dans une pièce ouverte, etc. Les maisons étaient relativement tous pareilles. André a fait ça, il avait sa terre, il était prêt. Fait que, suite au mariage avec Jeanne, ils sont retournés à Sorel, puis c'est là qu'ils sont installés pour plusieurs années. On parle à partir de fin 67 jusque les années à peu près 1680, il s'est installé à Sorel. Puis il y a eu combien d'enfants? Ils ont eu 11 enfants. Dans une maison de 20 par 20. Non, ils ont migré un peu. Si on parle de son histoire à lui, André était cordonnier apprenti en France avant de s'en venir ici. Il s'est aperçu assez tôt dans sa carrière que le métier ou la vie d'agriculteur n'était pas pour lui. Alors, on a des preuves qu'il a repris son métier de cordonnier, même quand il était soldat. Et ce qu'on peut lire entre les lignes, c'est qu'il aurait fabriqué des mocassins pour les soldats du régiment de Pierre de Sorel, à cause qu'il était un des favoris de Pierre. Pierre, il était le premier à lui offrir une terre dans sa seigneurie. Alors, il y a eu quelque chose pourquoi est-ce que monter dans l'appréciation de Pierre de Sorel, et ce qu'on apprend, c'est que probablement il a fait des bottillons pour sa compagnie, pour les protéger du froid, etc. Des choses qu'il avait appris des Algonquins. Alors, son métier de cordonnier, c'est vraiment ce qui l'a tenu en vie à partir du temps qu'il est parti du soldat du régiment en 1668 et jusqu'à la fin. Par contre, ses clientèles étaient limitées. On avait les gens qui étaient établis dans la seigneurie de Sorel, seigneurie de Saint-Ours un peu plus bas, jusqu'à peut-être Chambly, mais on était limité. Et André allait chercher ses peaux et son cuir à Ville-Marie. Alors, 2 fois par année, il prenait le bateau, traversait le fleuve, se rendait à Ville-Marie, allait acheter ses peaux pour faire ses bottes, ses bottillons, ses souliers, et revenait par la suite. Il passait souvent par Pointe-aux-Trembles. Alors, Pointe-aux-Trembles, il y avait un endroit où les Sulpiciens étaient basés là. Et les Sulpiciens, eux, étaient seigneurs les terres de l'île de Montréal ou l'île de ce moment-là. Alors, appartenaient les terres, etc. Ils couchaient à ce moment-là au couvent où est-ce que les frères étaient. On lui avait souvent offert, Monsieur Poutré, venez vous installer à Pointe-aux-Trembles. On va vous donner une terre, on va vous donner ce que vous avez besoin ici. Vous allez être plus près de les tanneries à Montréal. Vous allez être sur le chemin d'arrêt pour tous les gens qui partaient de Ville-Marie pour se rendre à Québec, arrêtés à Pointe-aux-Trembles. Votre clientèle va être beaucoup plus près. On a semé la graine par la fin des années 1670, etc. Et en 1681, André prend la décision de déménager sa famille de Sorel et aller s'établir à Pointe-aux-Trembles, où est-ce qu'il a passé le restant de sa vie.
Fait qu'il est arrivé 1681, 1682, et jusqu'à sa mort en 1724, il a vécu à Pointe-aux-Trembles, dans le bourg de Pointe-aux-Trembles. Beaucoup de choses intéressantes également. Ouais. D'autres soldats se sont ramassés à Pointe-aux-Trembles, non seulement de la compagnie de Pierre de Sorel, mais d'autres compagnies. Et on avait un bourg à Pointe-aux-Trembles d'une quarantaine de maisons un peu. Quand il y a eu l'attaque des Iroquois à La Salle, la À la Chine. à la Ouais. Chine, on a décidé de protéger les bourgs le long de Ville-Marie et de construire une palissade alentour du village. Et comme André avait eu l'expérience du fort Richelieu, il a mené la construction de la palissade alentour du bourg de Trois-Rivières. Si on va à la Société historique de Pointe-aux-Trembles aujourd'hui, à l'Hôtel de Ville, on a une maquette qui reproduit en 1691 le bourg original de Pointe-aux-Trembles avec les maisons. Et on nous indique très bien, André avait la maison 31A, 31B. Il nous montrait fièrement, voici où est-ce que ton ancêtre a resté et où est-ce qu'il était établi. On voyait la maison, la petite grange en arrière, etc., à l'intérieur du bourg. Très intéressant. C'est comme rien, là, à ce moment-là. On était quoi, 3-4 000 dans la colonie? Être cordonnier à ce moment-là, ça devait être. Il ne devait pas en avoir beaucoup dans toute la colonie. Là. Ça devait être quand même une façon d'avoir un statut quand même reconnu. Là. Oui, ben c'est ça. Il y avait sa clientèle bien établie. C'est sûr qu'à Ville-Marie, à ce moment-là, il y en avait quelques-uns qui se sont installés à Ville-Marie, fait que la clientèle était un peu plus limitée, mais au moins, on était à Pointe-aux-Trembles, il y avait accès à une plus grande population qu'il n'avait quand il était sur la seigneurie de Sorel à ce moment-là. Fait qu'il a vécu très bien sa vie comme cordonnier, et on a la preuve jusqu'à la fin. Puis ça, les recensements, surtout de 1681 en montant, quand on demandait les occupations, tout ça a toujours été nommé comme cordonnier, son occupation à lui, à partir de 1681, qui nous confirme que c'était sa vie à ce moment-là. Puis c'est ça, donc, puis au niveau de sa descendance, qu'est-ce qui se passe à ses 11 enfants? Y a-tu des choses à raconter par rapport à sa descendance? Ses premières filles qu'il a eues, principalement quand il était à Sorel, quand ils ont quitté Sorel, étaient à un âge à marier ou pas loin. Fait que les plus vieilles filles ils ont marié des gens de Sorel. Il y en a 2 qui ont marié des gens de Chambly. Ses fils, par contre, sont tous restés dans la région de Pointe-aux-Trembles. Il y en a un qui est devenu le premier meunier du moulin en pierre qui existe encore aujourd'hui à Pointe-aux-Trembles. Alors, 1724, 1725, 26, Pierre Poutré-Dilavigne est devenu le premier meunier de ce moulin-là. La majorité ont resté dans cet endroit-là, sont allés à Rivière-des-Prairies un peu. Son fils Jacques, qui est mon deuxième ancêtre, si on veut, lui a eu 11 enfants également. Les 2 sont décédés très jeunes. Lui et son épouse sont décédés dans la jeune quarantaine et ils ont laissé orphelins 11 enfants au même moment. Maladie, on est en train toujours de déterminer qu'est-ce qui arrivait. Dans ce moment-là, il y avait une maladie qui passait. Les 2 parents plus le bébé sont décédés en dedans de 2 semaines l'un de l'autre. Ce qui fait que c'est son frère qui a pris en charge les 11 enfants. Et André Poudrette, DRET, s'est allé s'installer quand il est devenu âge adulte à Sainte-Geneviève. Sainte-Geneviève, l'île Bizarre. Et là, on a trouvé beaucoup de descendance des Poudrettes d'Ilavigne. Ils ont resté là pendant 3-4 générations avant de migrer vers Sainte-Anne-de-Bellevue, Vaudreuil, Rigaud, Saint-Lazare, etc. Et d'où la descendance. Il y en a d'autres qui sont en allés vers les Laurentides. Mirabel, dans l'Outaouais, vers Saint-Rémy d'Amherst, etc., sont là. Alors, on a des Poudrettes, on a des Lavignes dans cet endroit-là. Alors, éparpillés un peu partout. Lors du lancement du livre, j'ai rencontré des gens incroyables, des descendants, comme ce qu'on dit, des cousins-cousines de la fesse gauche qui descendent d'André un peu partout. Et il y a même une lignée de Poutré qui ont gardé le nom original Poutré à partir d'André jusqu'à la 11e génération. Et ça, c'est dans la région de Saint-Jean-Richelieu. Dans cette région-là, j'en ai rencontré plusieurs et ils sont toute la lignée des Poutrés. Le nom n'a jamais changé. Ils n'ont jamais pris le nom de la vigne et le nom n'a jamais été déformé, si on veut. C'était un peu... Ils n'ont jamais pris le nom de la vigne ou
il y a eu les deux noms, puis, parce qu'à un moment donné, dans les registres, on dirait qu'ils ont juste arrêté de mettre deux noms de famille. Là. Puis il y en a des fois ce qui gardait un, puis il y en a des fois ce qui gardait l'autre, juste parce qu'il y a eu le nom complet avec le dit pendant plusieurs générations, puis qu'ensuite, c'est le Lavigne qui a disparu, ou il y avait juste pas le garder là, avant même que ça devienne comme la mode. Bonne question. Ça peut vraiment être un ou l'autre. Comme qu'on dit, les clergés qui déterminaient à ce moment-là, c'était le nom Lavigne, c'est le nom Poutry, Poudry, Poudrette, etc. Il y en a peut-être un qui a mis uniquement le nom Poutré, sans le dit Lavigne, etc. Puis d'une génération à l'autre, les gens ne se souvenaient pas que leur ancêtre avait un surnom de Lavigne. Et pour eux, c'était une surprise. Il y en a même qui étaient surpris quand je rencontrais André Poutré, qui ont dit, mon Dieu, je suis un descendant de lui. On n'avait jamais entendu le nom Lavigne dans notre famille du tout. On a toujours été des Poutrés. Fait que là, quand ils ont su cette histoire-là, ils ont été émerveillés de dire, mon Dieu, on voit maintenant qu'on a un ami Lavigne et on vient de la même descendance de deux frères ou deux sœurs dans ce sens-là. Fait que ça l'influençait beaucoup le nom dans ce sens-là. Ça complique les recherches, mais c'est le fun de voir quand même qu'on a les 5 dérivés un peu de Poutré, Poudrette, Lavigne, etc., qui existent encore au Québec aujourd'hui et qui deviennent tous du même couple descendant, si on veut. Super, ben merci, merci Paul. Si on veut lire ton livre, il s'intitule La quête, l'Odyssée d'André Poutré, disponible dans une vingtaine de librairies au Québec. Disponible également Amazon international, fait Amazon Canada, États-Unis, Europe. Les gens qui veulent Kobo, qui veulent Kindle, il est disponible en version électronique un peu partout. Je suis présentement en négociation en France pour faire rééditer le livre en France avec un éditeur français qui va assurer la distribution en France, Belgique et en Suisse. Il y a eu beaucoup d'intérêt côté de l'Europe sur qu'est-ce qui est arrivé avec leurs ancêtres quand ils sont venus ici, etc. Là. Fait que, ouais, tout va bien, c'est vraiment le fun. Deuxième tome du livre est en écriture présentement. L'objectif est de faire 3 tomes. Le deuxième part de André Poudrette, c'est-à-dire à à Sainte-Geneviève et sa descendance. Et le 3e livre va se terminer avec Jean-Baptiste Poudrette-Dilavigne et la fondation de Saint-Lazare en 1875. C'est l'objectif au cours des prochaines années de finir la trilogie un peu d'André et de Jeanne. Si on peut te voir en conférence? Oui, des conférences un peu partout au Québec. La semaine prochaine, mercredi prochain, je suis à Vaudreuil, au centre sportif de Vaudreuil. Je suis avec la Société Généalogie du Canada au mois de mars, qu'on fait un Zoom spécifique. Et il y en a d'autres qui sont en développement présentement, principalement au Lac-Saint-Jean, en Abitibi, Côte-Nord et Gaspésie, au cours de l'été, de l'automne prochain. Fait que j'ai un site web, paullavigne-auteur.com, ou ma page Facebook. Allez suivre sur un ou l'autre et les conférences, quand ils arrivent, sont indiquées à ce moment-là. Et concept un peu différent des conférences. Moi, j'appelle ça une jasette autour d'un poêle à bois. Vraiment, pas d'audio, pas de vidéo, pas de PowerPoint, pas de costume. On est ensemble en demi-cercle. Et moi, je vous conte une histoire, comme je vous dis, je suis un conteur, un raconteur, et on passe 1h30 ensemble à conter sensiblement ce qu'on a fait aujourd'hui, mais vraiment plus en détail, des anecdotes comiques, etc., sur si ce sont qui ces soldats du régiment Carignan-là. Là, on a une belle soirée là, lors de nos conférences. Bon, ben, Paul, on va se laisser là-dessus. On te remercie énormément. Merci beaucoup. Merci à vous deux pour l'occasion, c'est bien apprécié. Puis j'espère qu'on a pu démystifier un peu qui étaient ces soldats-là et l'importance qu'ils ont eu dans la généalogie québécoise, certainement. Ouais. Puis nous, on se retrouve, moi puis Yann, en conclusion. Puis justement, on va aller détailler un petit peu plus là, la discussion qu'on vient d'avoir. Super. Bonne journée. Merci, bye-bye. Ouais, ben ça, c'était super intéressant. Qu'est-ce que tu en as pensé, Yann, de cette entrevue-là avec Paul? Ah, moi, c'était super. Son livre, là, son roman, c'est super cool. Non, on a, pour une fois, là, on a quelqu'un qui relate une partie de notre histoire avec des faits historiques. Tu sais, pas juste on se met dans un contexte là, comme les filles de Caleb ou Maria Chapdelaine. On a vraiment des événements historiques qui sont relatés avec les personnes qui étaient présentes. C'est clair qu'il y a une partie romancée, comme on disait, là, mais
n'importe quelle façon de relater un événement historique autre que de donner les dates, là, on va avoir une partie romancée, mais avec ces écrits, là, on pourrait se revirer, puis on pourrait faire un film, ce serait intéressant. Je trouve ça vraiment génial. Toi, t'as-tu aimé? Oui, super. Puis effectivement, ton idée de film, là, ça serait super de mettre ça à l'écran avec les vraies personnes, les vrais faits qui ont eu lieu. Comme tu dis, c'était romancé un peu comme à peu près tous les romans historiques, mais une bonne base là, est quand même basée sur des faits véridiques. Moi, en fait, ce que j'ai trouvé très intéressant, on en a parlé un petit peu, c'est le fait que dans les cours d'histoire, le fait d'apprendre qu'on en parle pendant à peu près 15 minutes des soldats du régiment de Carignan-Salière, voyons, on en a parlé pendant 1 heure et quart, puis je pense qu'on n'a pas fait le tour du sujet là, encore là, quand même. Là, tu sais. Oui, puis parce que c'est un sujet important en plus. Là, je veux dire, c'est la base de beaucoup de nos familles. Oui, tout à fait, tout à fait. Puis ça, justement, je voudrais revenir sur un point que j'ai mentionné durant l'entrevue. Je voudrais juste vous démontrer mathématiquement comment est-ce que c'est fort possible que vous ayez des soldats du régiment de Carignan-Salière. Donc, je vous ai fait un petit graphique là, rapidement. Bon, on part à la base. Moi, je suis une personne. J'ai 2 parents qui est un couple. J'ai donc 4 grands-parents qui sont 2 couples et ainsi de suite. Hein, on va par multiple de 2. Oui, parce que tes parents, il y avait 2 parents, puis leurs parents, il y avait 2 parents. Donc, ça Exactement. Exactement. Puis bon, on va prendre une moyenne de 30 ans de différence là, entre moi et mes parents en moyenne. Oui, mais là, des fois, il y avait des enfants plus jeunes que ça, Éric. C'est pas bon, ça, 30 ans. Oui, bien, tout à fait. Sauf que si ton ancêtre il est né le 15e de famille, ça se peut que ses parents il était proche du 40 ans plus que du 20 ans. Fait qu'on parle d'une moyenne de 30 ans. C'est ça. Fait que là, ce qui nous amène à la génération là, de l'époque des soldats du régiment Carignan-Salière. Donc, on parle environ le 1677 que j'ai mis là. Mais bon, c'est environ 1000 personnes, 1000 ancêtres, environ 500 couples. Oui, mais là, il va y avoir des fois des ancêtres qui vont se recouper. Là. Des fois, tu vas avoir plusieurs fois le même ancêtre. Là, fait que oui, tout à fait. J'y reviens à l'instant, mais je veux juste mettre les choses en perspective. Comme je disais, on parle de 1000 ancêtres. Selon le recensement, parce qu'il y a une chose qu'il faut qu'on comprenne, c'est qu'à cette époque-là, c'est Jean Talon qui est l'intendant. Oui. L'intendant s'occupe, lui, des choses internes, là, comment pour faire développer, il s'occupe de développer la colonie autant économiquement là, que la colonisation. Puis bon, c'est le recensement de 1666-1667. Exactement. Pour avoir une idée de combien est-ce qu'il y a de gens là, dans la Nouvelle-France, ben là, on est arrivé à ces chiffres-là, environ, qu'il y avait à peu près 3200 personnes en Nouvelle-France qui étaient réparties sur 538 familles. OK? Puis là-dessus, on a à peu près 500 familles chaque pour pouvoir être là aujourd'hui. À peu près à cette époque-là. OK? Donc, mathématiquement, les chances sont bonnes. On sait qu'il y a environ au moins 200 soldats qui ont offert une descendance passé 1800. Là. Il y en a qui sont restés, il n'y a peut-être pas eu d'enfants en grand nombre, il y en a peut-être qui sont retournés en France après avoir fait des enfants. On sait qu'il y en a resté environ 400. Ouais, ben bon, on reviendra plus tard sur ces noms-là, mais ceci étant dit, comme tu disais, Yann, je vous montre mon arbre généalogique. Il y a quand même, c'est pas 500 potentiels qui étaient en Nouvelle-France à cette époque-là non plus. Là-dedans, la première raison, comme tu dis, il y en a qui s'entrecoupent. Par exemple, moi, j'ai Benjamin Béliveau, qui est le frère de Zélia Béliveau. Donc, par conséquent, la montée de l'arbre généalogique de Zélia est précisément la même que celle de Benjamin. Donc, ça vient, on ne parle plus de 500, là, on vient de diminuer. C'est dans ce temps-là que tu te rends compte que tu es ton propre cousin. Ouais, ben en fait, la consanguinité, puis ça, vous allez en retrouver sûrement beaucoup des histoires comme ça dans votre arbre généalogique. Peut-être pas à ce niveau-là, mais plus haut dans votre arbre.
L'autre raison que cette lignée-là ne pourrait ne pas avoir d'ancêtre du soldat de régiment de Carignan, j'ai un ancêtre qui s'appelle Frédéric Christian Bach Eckenberg. Ça c'est canadien-français, ça, Eckenberg? Non, ça, c'est allemand. Ça, c'est à l'époque de la guerre de l'indépendance des États-Unis où est-ce que les Britanniques ont engagé des Allemands pour faire la guerre contre les Américains. Puis là, bon, il y en a beaucoup qui sont venus s'installer là, dans la vallée du Saint-Laurent suite à cette guerre-là. Bon, fait que vous comprendrez que si on remonte du côté de Eckenberg, on ne retrouvera pas des soldats du régiment de Carignan-Salière. Oui, parce que la Nouvelle-France et le Canada, c'est un pays qui a eu de l'immigration constante là, depuis sa formation jusqu'à maintenant. Il y a eu les Irlandais, les Écossais, les Anglais, les Allemands, plein d'Européens, les Ukrainiens. Du monde, il y en est venu, puis il y en vient encore, puis c'est normal, mais ils se sont mélangés avec les autres. Les Allemands, ils ne se marient pas juste avec des Allemands. Exactement, exactement. Puis les Allemands ils ont francisé leur nom assez rapidement. Mais bon, ça, c'est pour un autre sujet. Je pense que toutes les vagues d'immigration que tu viens de nommer là, Allemands et Irlandais, c'est le même principe. C'est aussi, en passant, des sujets qu'on aimerait traiter sur la chaîne éventuellement si on trouve un passionné ou un expert en la matière. Oui, ça fait qu'un appel à tous les Écossais, les Irlandais ou les Allemands qui sont québécois depuis plusieurs générations ou pas, contactez-nous. Oui, tout à fait. Puis bon, évidemment, il y a un autre groupe de personnes qui n'ont pas de descendance, qui n'ont pas de comment ancêtre les soldats du régiment de Carignan-Salière, ben, c'est les Acadiens. Oui, tout à fait. Vous vous doutez que moi, avec un nom comme Béliveau, j'ai une descendance acadienne, tout comme à peu près 1 million de Québécois, là, pas nécessairement parce que vous n'avez pas un nom acadien, que vous n'avez pas une souche acadienne en quelque part. Là. J'en suis. Hébert, du côté de ma grand-mère, qui ont immigré là, pendant le grand dérangement, là, comme à peu près tous les Acadiens. Bon, bien évidemment, regarde, moi j'ai Béliveau, puis ici, là, du côté, j'ai Hébert de ce côté-là, qui est aussi de souche acadienne, et que c'est probablement, ben, en fait, c'est officiellement un ancêtre commun qu'on a, moi puis toi, on avait vérifié. Donc, ceci étant dit, ça réduit le nombre de couples potentiels, mais quand même, je pense qu'on peut comprendre que mathématiquement, les chances sont bonnes qu'on ait des ancêtres des ancêtres du régiment de Carignan-Salière. Je vous envoie sur le site Francogène qui nous explique justement ceux qui sont en vert sont ceux qui ont des descendants après 1899. Les autres, on ne sait pas trop qu'est-ce qui s'est passé avec, mais Paul en a nommé un paquet de noms, mais on voit ici, là, sur ce site-là, combien est-ce qu'ils ont offert de descendance. Là. Puis bon, regarde, on voit avec des chiffres puis tout. Un 10 Champagne. Bon, on ne connaît pas beaucoup de Andegrave, mais on connaît beaucoup de Champagne quand même. Au Québec. Les 10 La Jeunesse, hein, on en parlait, il y en a eu beaucoup. Là. Si on fait la liste, là, on passe à travers la liste des noms, on va en avoir. La Marche, d'ailleurs, j'en ai déjà parlé. Il y a une autre souche de La Marche au Québec qui n'était pas soldat du régiment de Carignan-Salière, mais qui était soldat de la marine française, plus proche de la guerre de 7 ans, là, qui est arrivée en Nouvelle-France, là, vers la fin de la Nouvelle-France. Bon, on a des Bézinets, hein? Il y a une descendance entre 900 000 et 1,3 million. C'est quand même pas pire. Bergevin, Dilangevin. Hein? Puis ça, en même temps, ça nous apprend que c'est souvent la même souche. Hein? Il y a des Bergevins, puis il y a des Langevins qui sont issus de Jean Bergevin, Dilangevin. Il y a Jacques Bidet, Diroussel, hein? Entre 1,4 et 1,8 millions, ainsi de suite. Je vous laisse aller voir cette liste-là. Évidemment, il ne faut pas totaliser. On va mettre le lien dans la description de l'épisode. Oui, tout à fait. Bon, évidemment, vous comprendrez qu'avec cette démonstration-là, les chances sont très bonnes que vous ayez des soldats du régiment de Carignan-Salière dans votre arbre généalogique.
Non seulement hein, un petit point important, mais pas juste au Québec, mais en France aussi, parce que comme qu'on a dit, il y en a plus de la moitié qui sont retournés en France, qui ont offert une descendance, eux, en France, mais qui étaient aussi des soldats du régiment Carignan-Salière. Ça, ce serait intéressant à regarder, là, combien est-ce qu'il y a de descendants actuels français d'anciens soldats du régiment qui sont venus, là, qui ont quand même fait partie de notre histoire. Tout à fait, tout à fait. Je ne sais pas s'il y a des groupes de recherche en France là, par rapport à ça. Faudrait voir. Mais ceci étant dit, toi, vous comprendrez aussi hein, en passant que je n'ai pas été en choisir un ou ceux que j'ai trouvés parce que ça pourrait être beaucoup trop long. Je n'ai pas monté mon arbre généalogique encore là, tout en haut jusqu'au début de la Nouvelle-France. On le sait, un arbre généalogique, c'est l'histoire d'une vie. Tu sais quand tu commences, mais je ne pense pas que tu finis jamais là, de travailler là-dessus. Puis il faut s'en garder aussi hein, pour plus tard. Mais ceci étant dit, il y en a beaucoup des gens qu'on voit hein, sur des sites Facebook. Là, moi, j'en ai trouvé 64. Moi, je suis rendu à 32. Moi, je suis rendu autant hein, des soldats du régiment de Carignan-Salière que des filles du roi. C'est le même principe même mathématique là, qui s'applique. Là. On en a tous. On en a tous. Mais toi, Yann, tu en as trouvé un en particulier que tu trouvais intéressant. Oui, j'en ai plusieurs, là, mais j'en ai un que moi, deux en fait, mais que je trouve vraiment intéressant. Je vais vous expliquer pourquoi. On se souvient, j'avais parlé, dans le premier épisode, j'avais parlé de mon arrière-grand-mère, la femme du deuxième Wilfrid Lauzon, là, celui qu'on appelait Pitreau, le père de mon grand-père. Elle, c'était une Yvonne Gosselin, elle avait été adoptée. Son père, Alphonse, qui est un personnage généalogique super intéressant. Sa mère, c'était une Desjardins. Mais la grand-mère de Yvonne, elle, c'était une Flavie Hubert. Puis ça, c'est intéressant, Hubert aussi. Ça, on va sûrement revenir un moment donné. On parlait des noms puis de la déformation des noms. Flavie Hubert, elle n'a pas d'ancêtre Hubert qui est arrivé en Nouvelle-France, tout simplement parce que c'est un nom déformé. Donc, c'est un Lebert qui est arrivé, qui a été écrit Lebert ou Lébert dans les registres. Puis, en regardant les registres, un L qui ressemble à un H, ça fait des Hébert. Puis, éventuellement, ça l'a migré à Hubert. Fait que Flavie Hubert, son grand-père, c'est un Jean-Baptiste Lébert ou Lebert, qui est un fils d'un Jean-Baptiste Lebert. Puis, lui, sa grand-mère maternelle, c'est Marie-Ose Viaud, dite l'Espérance. Ensuite, on le voit, Viaud dit l'Espérance. C'est intéressant. Moi, ce que je voudrais te montrer, c'est le registre du mariage de cette personne-là. Donc, on est à Saint-Antoine de Longueuil en 1720. On peut voir l'an de 1720, le 12e du mois d'août, après la publication, 3 balles mariage dans cette paroisse. Et c'est le Saint-François de Sales de l'île Jésus, les 4e, 10e et 11e du courant, entre François Petitclerc, dit Leclerc. Ça c'est une autre façon. On parlait des noms dits, là, que c'était des fois des noms militaires. Des fois, c'est des noms qui ont été attribués autrement. Des fois, c'est juste un surnom. Leclerc dit Petitclerc, Petitclerc dit Leclerc. Les Leclerc, souvent, vont être des descendants de Petitclerc. Ça est un exemple ici. Âgé d'environ 22 ans, fils de feu, Pierre Leclerc et de Françoise Paris, ses pères et mères. De la paroisse de Sainte-Foy, proche de Québec, et depuis 6 ans à Saint-François-de-Sales de l'île Jésus. Et Marie-Rose Viaud, âgée d'environ 20 ans, fille de feu Michel Viaud, dit l'Espérance, et de Hélène Charles. Là, ils vont dire, OK, il n'y a plus d'empêchement, et ainsi de suite. Puis ce que je trouve intéressant, c'est les gens qui sont présents, et plus particulièrement, on mentionne la présence de Jacques Viaud, grand-père paternel de la mariée, et Étienne Charles, grand-père maternel de la mariée. Puis là, ce que je trouve ça intéressant, c'est que, 2 secondes, je vais arrêter mon partage. Là, ce que je trouve ça intéressant, c'est que Jacques Viaud, dit l'Espérance, c'était un soldat du régiment de la compagnie du Gué. Puis, Étienne Charles, dit la jeunesse, lui, c'était un soldat de la compagnie de Contrecoeur.
Donc, Marie-Rose Villot, ses 2 grands-pères, c'était des soldats du régiment Carignan-Salaire. Les 2, pas juste un. Quand on dit qu'il y en avait beaucoup, là, on peut avoir des individus comme ça qu'il y en avait 2. Fait que, on se retrouve d'en avoir quand même un individu où on a plusieurs, là, puis dans leurs entourages, ils se retrouvaient aux mêmes endroits. On parlait des fois qu'il y avait ils se regroupaient dans les mêmes endroits. Un fait que je trouve un peu intéressant, on parlait de Maligny, on parlait de Lauzon, puis on est allé jusqu'à vers cette personne-là, mais elle, Marie-Rose Villot, c'est la cousine de Marianne Villot, ou demi-cousine. Elle a le même grand-père, mais tu sais, les 2 oncles. mariages. Oui, c'est de 2 mariages, parce que Villot, sa femme est décédée, elle a eu 6 enfants, elle s'est remariée, il y a eu 9 autres enfants. Puis du 2e mariage, il y a eu Marianne Villot. Et moi, ce que je trouve intéressant là-dedans, en tant que Lauzon, c'est que Marianne Villot, c'est l'épouse de Gilles Lauzon, le fils de Gilles, on parlait l'autre fois qu'on parlait des Lauzons. Donc, le même Villot, pour moi, et plusieurs fois, on parlait tantôt, là, et plusieurs fois mon ancêtre. C'est quand même, moi je trouve ça passionnant de voir les recoupements qu'on réussit à avoir. Là, des fois, ça prend un logiciel pour faire le suivi de mon œuvre généalogique, parce que des fois, on est juste perdu à cause de tous les recoupements qu'il va y avoir là-dedans. Là. Surtout au début, quand il y avait une population, comme on disait tantôt, de près 3000, là, tout le monde se connaissait, puis c'était pas l'histoire comme maintenant. Ben, d'ailleurs, parlant de se connaître, tu parlais de l'Espérance qui était à Contrecœur. J'ai déjà traité de Philibert Couillot, dit Larocque et Roquebrune, dit Larocque ou Roquebrune, tout dépendant, qui est l'ancêtre de toutes à peu près toutes les Larocques au Québec. Ça c'est intéressant comme nom quand tu dis Couillot, dit Larocque, dit Roquebrune. On va vraiment à un niveau assez loin en termes de. Ouais, ben ça, c'est parce que des fois, c'est écrit Larocque, des fois, c'est dit Roquebrune, là, fait qu'ils sont jamais trop sûrs. Puis le nom Roquebrune a resté pendant quand même un certain temps. Ouais, comme qu'on peut voir dans l'émission que j'ai faite, l'émission Mallette au Mai. J'en parle là, dans les débuts de cette émission-là de Larocque Brune, qui était soldat du régiment de Carignan, puis qui était fondateur de Contrecœur avant qu'une partie de sa descendance vienne s'installer dans la région de Vaudreuil, les missions d'Oka, Rigaud, ainsi de suite. Si lui, il était installé à Contrecœur, il devait probablement avoir une terre parce qu'il était dans la compagnie de Contrecœur. Ouais. Donc, il aurait été chummy avec mon ancêtre. Là. Fort probablement. Probablement dans la même compagnie. Il faudrait vérifier, mais sûrement. Donc, c'est super intéressant. Comme on disait, tout le monde a des ancêtres, là, filles du roi. Ben, les Canadiens français, c'est clair que ceux qui viennent d'ailleurs moins, là, ceux qui ont émigré beaucoup plus tard, mais ceux qui ont des ancêtres qui remontent au début de la colonie là, ont des ancêtres filles du roi et ont des ancêtres soldats du régiment Carignan-Salaire. Statistiquement, c'est presque impossible. Là. Nos auditeurs, sûrement, vous en avez aussi. Est-ce que vous avez des cas intéressants à nous mentionner? N'hésitez pas à nous contacter. C'est ça qui est le fun, c'est de voir aussi comment est-ce que les gens interagissaient entre eux. De voir d'où est-ce que ça vient, d'avoir les histoires qu'il y a avec ça. C'est ça qui rend la généalogie et l'histoire intéressante. C'est notre histoire. Parlons-en. Tout à fait. Puis écrivez-nous ça en commentaire, hein, si vous en avez trouvé, combien. Si c'est juste un, c'est quoi son nom. Puis écoutez, n'oubliez pas, ceci va conclure l'émission d'aujourd'hui. Alors, si vous avez aimé, n'hésitez pas à le mentionner en cliquant sur le bouton j'aime, en commentant, en partageant ou encore en vous abonnant à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Alors là-dessus, moi puis toi, Yann, on se souhaite un bon restant de journée. Bonne journée, Yann. Oui, puis merci à tous d'être à l'écoute. Merci.